Contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre, ce n'est pas d'abord sur le terrain moral que se joue l'essentiel de la question du sens du recouvrement de la nudité. Même si ce terrain moral est bien pertinent malgré tout, d'une certaine manière, pour cette question, comme nous le verrons à la fin. Vivre nu ou pas n'a pas grand-chose à voir avec le fait de vivre plus vertueusement ou non. Vivre de façon plus humanisée ou plus sauvage, de façon plus authentique ou inauthentique, notre rapport à nous-mêmes et aux autres. C'est ce que montrent notamment les cas de vie nue chez les peuples premiers. On a beaucoup dit et répété en Occident que les peuples dits sauvages découverts par les explorateurs à partir des débuts de la période moderne vivaient nus et étaient soit impudiques, soit apudiques, dans le meilleur des cas. En réalité, les choses sont tout autres. Tout d'abord, faisons remarquer qu'il est finalement très peu fréquent de trouver des peuples vivant sans vêtements aucun. En outre, même si on ne se couvre pas au moins certaines parties du corps, on l'orne de toutes sortes de motifs, on l'enduit de multiples façons, on le marque ou le met en forme, autant de procédés qui conduisent à en transformer fortement l'apparence immédiate, à le transfigurer et finalement à en quelque sorte le revêtir, même si cela ne passe pas stricto sensu par le vêtement. Ensuite, quand il y a vie nue, et il y a effectivement vie nue chez certains peuples premiers, il n'en reste pas moins que demeure encore et toujours une délimitation du permis et du défendu dans l'exposition du corps, dans sa présence visuelle, dans ses postures et dans son comportement. Le rapport à la nudité corporelle n'y est donc pas moins codifié, distancié, régulé qu'il peut l'être ailleurs. Ainsi donc, alors même qu'il y a nudité complète, on trouve là encore une pudeur corporelle et une délimitation précise d'une véritable intimité corporelle. Pudeur et intimité corporelle qui ne sont pas en ce sens des inventions de l'homme moderne occidental et encore moins le fruit du seul christianisme, comme on l'a trop souvent dit de façon simplificatrice. La délimitation d'une intimité corporelle en relation avec les grandes fonctions organiques de la conservation de soi et de l'espèce, est en ce sens une disposition structurale universelle, mais se déclinant de façon différenciée dans chaque culture, comme le montre remarquablement Duher dans Nudité et pudeur. Si maintenant on revient brièvement au cas du naturisme, on trouve exactement le même phénomène. On est en réalité bien loin d'une vie supposée plus naturelle, c'est au contraire une vie sociale particulièrement réglée et codifiée dont il s'agit. Et on est là encore dans une forme de vie nue qui n'a rien à voir avec une quelconque déshumanisation du rapport à l'autre. On trouve notamment dans la charte qualité de la Fédération française du naturisme des indications comme quoi il est exclu de tolérer des attitudes exhibitionnistes ou voyeuristes. La nudité du naturiste exclut donc toute forme de comportement qui pourrait être vécu comme une entorse à la pudeur ou à l'intimité corporelle, de la même façon qu'ailleurs dans la vie sociale en général. Dès lors, nous constatons que, là encore, le vêtement peut bien disparaître sans que nécessairement l'impudeur existe et que l'intime s'évanouisse, puisque l'un et l'autre ne font rien d'autre que se déplacer en direction des comportements et attitudes corporelles. D'une façon plus générale, il est des mises en scène du corps par le moyen du vêtement qui sont des formes d'exhibition, comme il est à l'inverse des nudités asexuelles, pudiques, parce que discrètes, banales. L'internudité n'est donc pas nécessairement synonyme d'interprédation et de sexualisation explicite du rapport à l'autre. Le corps habillé n'a ainsi, moralement parlant, rien de fondamentalement différent par rapport au corps nu. Ils sont tous deux pudiques ou impudiques, sexualisés ou non, selon les dispositions et dispositifs, mais aussi selon les contextes, circonstances définis par les règles sociales. Qu'ajoute donc de spécifique le vêtement par rapport à la nudité corporelle ? Le recouvrement du corps par le vêtement a un double effet remarquable et corrélé. Premier effet, celui d'ouvrir les deux pôles de la pudeur et de l'impudeur dans un sens beaucoup plus radical que ce qui est le cas pour le corps nu. Le corps habillé peut sensualiser le corps
le vêtement peut sensualiser le corps de façon beaucoup plus forte que le corps nu lui-même. Il le rend plus suggestif et désirable, autant parce qu'il montre que parce qu'il cache. Tout comme il peut, à l'inverse, faire littéralement disparaître le corps dans l'extrême pudeur d'une intimité comprise de façon absolue. Une pudeur qui confine jusqu'à la honte d'exister dans l'espace public, par recouvrement total du corps. Le vêtement accentue donc très fortement la polarité pudeur-impudeur qui existe déjà pour le corps nu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est porteur de significations qui sont elles-mêmes ambivalentes, comme nous l'avons constaté dans nos 2 premiers développements. En même temps, et c'est là le deuxième effet du vêtement, en même temps donc qu'il accentue la polarité pudeur-impudeur en comparaison de la nudité, le vêtement décline dans une infinie multiplicité de formes et de matières tous les termes médians possibles entre ces 2 extrêmes. En ce sens, le vêtement, avec ses variations innombrables et particulièrement inventives, a pour effet de permettre de décliner un bien plus grand nombre de possibles que la nudité. Entre les 2 cas limites que je signalais auparavant, celui de l'hypersuggestivité ou de la pudeur la plus radicale. 2 formes extrêmes, d'ailleurs, qui, au fond, nient chacune l'échange libre entre les personnes qui caractérise la forme d'une intersubjectivité proprement humaine. Le vêtement apparaît ainsi comme le lieu privilégié d'une dialectisation féconde et sans limite de l'opposition entre ces 2 contraires de l'impudeur et de la pudeur maximale, qu'il contribue pourtant lui-même à tendre et à radicaliser. Dans sa multiplicité, et à l'exception des cas limites signalés, il permet ainsi d'échapper à l'unilatéralité de cette ambivalence. Il ouvre à la multiplicité des possibles, bref, il ouvre à la liberté, à travers le jeu des innombrables significations dont il est le support. C'est pourquoi on peut finalement dire que le vêtement facilite, non pas qu'il en soit garant à lui seul, et qu'en son absence tout dégénère, nous l'avons montré, mais qu'il facilite indiscutablement la construction d'un rapport pleinement humain à l'autre en ouvrant au champ de l'échange symbolique des signes par-delà les seuls besoins et désirs. Sauf exception, il favorise ainsi l'entrée de l'homme dans la forme de l'intersubjectivité libre et partagée. À titre de corollaire final, on peut ainsi se risquer à affirmer que la construction de l'intimité corporelle à laquelle participe le vêtement apparaît bien en ce sens comme indissociable de ce qui nous caractérise comme être de liberté. Et ainsi, avec l'intime, semble au fond plus importer le qu'il soit que le ce qu'il est, pour autant que sa difficile phénoménalisation fait peut-être simplement signe en direction de la liberté. Je vous remercie.